Bonjour à toutes et tous, on va donc commencer avec un petit peu de retard, mais bienvenue à toutes et tous pour cette table ronde intitulée donc Stratégie d'influence, lutte informationnelle, puissance normative et facteurs religieux. Je me présente, je suis Alexandre Jublin, producteur du Collimateur, qui est un podcast consacré aux questions de défense et de stratégie, et je vais donc animer cette table ronde avec Marie-Doa Besancenot, secrétaire générale adjointe de l'OTAN, en charge des questions de diplomatie publique, c'est-à-dire de la place de l'image de l'OTAN envers les publics du monde entier. Nadia Kovačíková, senior analyste à l'EU-ISS, spécialiste notamment de l'Union européenne et de ses efforts pour contrer les opérations d'influence. Blandine Chénier-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste notamment de géopolitique des religions et de leur utilisation comme vecteur d'influence. Et enfin, Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, chercheur stratégie d'influence, spécialiste notamment des opérations et des vecteurs informationnels de la Russie, et en particulier de leur expansion vers l'Afrique. C'est donc une table ronde qu'on a décidé de structurer un peu en deux temps, puisqu'on a le luxe d'avoir ce temps. On a 90 minutes, donc on ne devrait pas trop avoir à courir face à l'horloge. Et d'abord, on va donc laisser chacun développer pendant quelques minutes des réflexions, des pistes sur leur sujet de prédilection, toujours autour de l'objectif commun qui est de saisir un peu ce qui se passe et ce qui se joue dans ce champ immatériel. Alors, immatériel, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses matérielles qui se cachent derrière. Et par ailleurs, en aval, c'est un champ, l'influence, le champ informationnel, qui a énormément de conséquences extrêmement concrètes en termes de puissance, en termes d'influence, en termes d'alliance aussi, et où énormément de grandes puissances, notamment les compétiteurs stratégiques de la France et de ses alliés, ont investi depuis des années et où la réponse s'organise depuis quelques années aussi. Avant d'engager ensuite une deuxième partie, où ce serait une discussion plus croisée, plus transversale, sur les intersections entre les points de vue de tout le monde. Et voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion aussi souple et dynamique que possible avant de prendre des questions. La porte vient de soi. Ok. Avant de prendre des questions, donc avec un système qui nous intrigue tous beaucoup de ce logiciel où vous pouvez poser des questions et voter en direct, mais ce sera les 10-15 dernières minutes là-dessus. Alors, je vais commencer par laisser la place à par laisser la parole à Marie-Doa Besancenot, qui va nous permettre, je l'espère, de comprendre pourquoi et comment tout ça est devenu une préoccupation émergente pour l'OTAN, le versant non militaire en quelque sorte d'une organisation qui est militaire, en tout cas historiquement, dont c'est l'objectif premier, mais qui évidemment ne peut pas se passer d'investir ce champ informationnel et ce champ de l'influence désormais. Merci Alexandre, bonjour à tous. Alors oui, l'OTAN est une alliance militaire et politique. Et en effet, je suis arrivée il y a exactement 9 semaines et je peux vous dire que la désinformation est un sujet dont on parle tous les jours. Non seulement nous, côté administratif OTAN, mais surtout beaucoup les alliés qui composent évidemment le cœur de l'OTAN et dans les plus hautes instances, y compris au Conseil de l'Atlantique Nord, qui s'est réuni plusieurs fois par semaine. Alors pour une alliance comme l'OTAN, qui est fondée sur le partage des valeurs, en anglais on dit « values-based alliance », ancrée dans la charte de l'ONU, c'est évidemment vital de gagner la bataille des convictions, et pour ça aussi la bataille de l'attention. Et le deuxième message, puisque la conférence relie un peu les deux sujets de l'influence et de la désinformation, en 2 mois à l'OTAN, ce dont je peux témoigner, c'est que clairement, on est à un tournant avec une vraie prise de conscience du fait que l'influence, si on veut en avoir, doit évidemment prendre en compte le fait que la désinformation nous cible directement et donc on ne peut plus communiquer comme on communiquait encore il y a 5, 6, 10 ans. Alors pour entrer dans le vif du sujet directement, je vais vous donner la toute dernière définition qui est du langage agréé, qui est donc ce que les alliés ont tous signé lors du dernier sommet de l'OTAN à Vilnius cet été. Un paragraphe entier est consacré au sujet de la désinformation et il établit, je cite, que nous sommes de plus en plus confrontés à des menaces et défis hybrides émanant d'acteurs étatiques comme non étatiques qui, au travers d'activités d'ingérence et l'usage malveillant des technologies, s'en prennent à nos institutions politiques, nos infrastructures critiques, à nos sociétés, à nos systèmes démocratiques, à nos économies et à la sécurité de nos concitoyens. Voilà, c'est la définition la plus poussée, agréée par les 31 alliés. Qui étaient présents. Donc, ce constat, il est suivi de 4 points. Je vous les résume cette fois-ci, pour ne pas vous lire ces paragraphes
un brin institutionnel. Le premier, c'est une déclaration d'unité face à une menace qui est entièrement partagée. Le deuxième, c'est un message dissuasif de l'OTAN qui rappelle que les opérations hybrides, et là je cite, menées contre les alliés pourraient atteindre le seuil correspondant à une attaque armée et conduire le Conseil à invoquer l'article 5 du traité de Washington. Troisième message, c'est un engagement en fait, à se préparer de mieux en mieux, à accroître la résilience. Et le mot de résilience est assez important, je crois qu'il résonne avec le travail que fait l'Union européenne, et à dissuader. Et le quatrième message, c'est un encouragement adressé aux alliés, à titre individuel, à aller jusqu'à attribuer les activités de désinformation, les activités malveillantes et hybrides que chaque allié, indépendamment, peut traquer de son côté. Et un deuxième encouragement à réagir, si possible, de manière coordonnée. Et là, je cite, « étant entendu que l'attribution est une prérogative relevant de la souveraineté nationale ». Voilà, donc vous savez tout du dernier cadre OTAN sur la désinformation. Une fois qu'on a posé ça, peut-être un peu plus librement, ce que je peux vous dire, c'est que le sujet de ce qu'on appelle en anglais le Battle of Narratives, donc la bataille des récits, c'est clairement le cœur de métier de l'OTAN, si je puis dire. Tout au long de la guerre froide, il y a toujours un travail autour du combat entre des valeurs, des récits politiques concurrents. Et en un sens, c'est quelque chose que nous rappellent nos alliés du flanc Est assez régulièrement. Les récits, les tactiques russes n'ont pas beaucoup changé depuis la période soviétique et on aurait dû pouvoir s'y attendre. On a toujours en effet des acteurs étatiques qui fabriquent de la désinformation à dessein et selon certaines informations, la Russie dépenserait plus d'1,5 milliard d'euros par an pour ses chaînes, pour les campagnes sur les réseaux et pour les proxies, enfin toutes ces acteurs, ces fermatrolles qui sont payés au lance-pierre. Ça, c'est quelque chose que l'on traque et c'est des choses que mes équipes à l'OTAN m'ont totalement décrites. Pendant tout le début de la guerre en Ukraine, ils me disaient qu'ils voyaient tous les jeudis soirs un même récit revenir autour des biolabs, des laboratoires biologiques qui étaient l'œuvre des nazis de l'OTAN. Voilà, ce récit-là, tous les jeudis soirs, il réapparaissait à la même heure et donc ils me disaient, on pense que c'est le jour de paye, c'est le jeudi. Donc il y a quelque chose d'automatique dans cette désinformation qui continue, qu'on observe. En revanche, ce qui a totalement changé, bien sûr, ce sont les vecteurs de la désinformation, puisqu'on a des acteurs étatiques, certes, mais qui se reposent entièrement sur des algorithmes, des plateformes, pour faire le travail de diffusion pour eux. Donc évidemment, il y a deux méthodes non exclusives l'une de l'autre. Une qui est de payer pour promouvoir les contenus, et la deuxième, c'est de créer de l'engagement en surfant sur des émotions très fortes, très négatives, etc. Donc, de l'OTAN, de longue date, a intégré la notion d'influence et beaucoup investi, alors historiquement plutôt dans des enquêtes d'opinion, puisque l'OTAN était très centré sur l'analyse des perceptions de l'OTAN et dans les pays alliés, bien sûr, pas en dehors. Donc ça, c'est quelque chose d'à ce point inscrit dans l'ADN de l'OTAN que dans mon équipe, j'ai des experts en fait, qui font des enquêtes d'opinion régulièrement pour nous informer sur la perception de l'OTAN et pour ensuite nous aider à prioriser tel ou tel pays alliés, si on doit faire une campagne, réexpliquer ce que c'est que l'OTAN, etc. Donc ça, c'est vraiment ancré dans nos manières de travailler. Ce que l'on observe, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire des campagnes dans les pays très touchés par la désinformation russe. Et donc pour cela, on est de plus en plus incité à utiliser des tactiques plus indirectes, des relais, des partenaires, pour raconter l'histoire dans leurs mots. Et je pense que ça sera sans doute clé dans nos discussions, mais dans un monde très fragmenté, on est vraiment forcé, nous, institutions, États, à passer d'une approche institutionnelle qui était assez confortable, avec un message unique, dont on était très, très sûr, avec une ligne éditoriale très cohérente, accessible sur les réseaux sociaux. On est obligé de passer à une approche plus exigeante, plus compliquée, qui consiste à aller vers les publics nous-mêmes, à aller les chercher là où ils sont, sur les plateformes où ils sont, avec des messages différenciés, faits sur mesure pour chaque communauté qu'on essaie de toucher. Donc ce ciblage différencié des publics, jusqu'ici, c'était vraiment du ressort des entreprises qui avaient pour cela tous les outils du marketing digital. La révolution pour nous, que ce soit ministère, institution, c'est comment on est nous-mêmes capables d'atteindre des objectifs similaires, c'est-à-dire de proposer à chaque communauté d'intérêt un récit qui lui parle, qui résonne avec ses intérêts. Voilà, pour moi, c'est quand même un des très très grands défis. Faire ça avec des équipes qui sont d'ailleurs formées à la com institutionnelle et surtout une éthique qui nous interdit certaines pratiques et une posture de marque, si je puis dire, qui nous dicte une ligne éditoriale qui est très éloignée des émotions fortes et de ce que font tous nos adversaires. Je pense que c'est un vrai défi, parce que si on continue à communiquer comme ça, à communiquer comme avant, on court le risque de ne plus rencontrer nos publics,
Au mieux, on ne les rencontre plus. Au pire, on les rencontre beaucoup trop tard lorsqu'ils ont été déjà désinformés, prévenus, et que le doute a été semé dans leur esprit sur tout ce qu'on pourra dire ensuite. Alors, que fait l'OTAN de manière très pratique, sans entrer trop dans le détail? On consacre beaucoup de temps et de ressources, et de plus en plus, à traquer la désinformation, ses sources, ses émergences, à la suivre, voir ses évolutions, quels sont les passeurs, comment est-ce qu'on a un compte très complotiste, on arrive aux médias traditionnels, comment ça se passe, qui joue ce rôle-là, quels sont, pour utiliser les termes du moment, les activités qui sont coordonnées et inauthentiques. En gros, les bots, qui paye, à quel endroit. Ça, on est capable de le faire. Une fois qu'on a fait ça, on prévoit des scénarios de réponse possibles. Alors évidemment, le bouton nucléaire, c'est des déclarations du secrétaire général qui dément quelque chose. C'est assez rare, on va rarement jusque-là dans une logique de désescalade, mais ça passe par des messages du porte-parole, par l'usage des réseaux sociaux, ou tout simplement par avoir des contenus qui rappellent ce que fait l'OTAN, ce que l'OTAN ne fait pas. Des choses qu'on a fait très récemment sur la KFOR, par exemple. Il y a eu une campagne de désinformation sur la KFOR au moment des incidents il y a 2 semaines. Voilà, donc c'est des choses qu'on fait. Ensuite, évidemment qu'on essaye de pre-bunker, donc de préempter un récit quand on sent qu'on va être attaqué sur quelque chose, quand on sent un sujet monter. Et enfin, alors quand la situation l'exige, c'est vrai que l'OTAN, en tant qu'alliance militaire, a un joker qui est la déclassification d'informations classifiées, en accord avec les alliés, évidemment, et dans un but de désescalade, là aussi. Ça, c'est une leçon qui est directement apprise de l'Ukraine. Et c'est vrai que dès l'automne 2021, l'OTAN a déclassifié, donc évidemment grâce aux alliés, des images satellites pour dénoncer le récit russe et montrer par l'image que les forces russes massées à la frontière n'étaient pas là par hasard. Donc depuis, c'est vrai qu'on a vu cette stratégie régulièrement adoptée. Elle permet de protéger les opinions publiques de campagnes de désinformation. Alors, sans vouloir déflorer tout le débat, c'est vrai que cette approche qui consiste à préempter un récit en racontant l'histoire le premier, c'est globalement la meilleure option qu'on ait trouvée, mais j'espère que ce panel va pouvoir nous révéler d'autres solutions. Cette approche, on est en train d'apprendre à la systématiser, c'est-à-dire à l'appliquer non pas uniquement au récit des adversaires, mais uniquement aussi à nos propres actions, donc en anticipant ce qui pourrait être mal interprété dans ce qu'on va faire, en ayant une communication un peu plus gros sabot, si je puis dire, en disant nous nous apprêtons à faire ça. Donc on l'a fait il y a 2 semaines autour des exercices nucléaires de l'OTAN. C'est quelque chose qu'on ne se faisait absolument pas par le passé, jusqu'au nom de ces exercices nucléaires était classifié. Il s'appelle Steadfast Noon, il n'est plus classifié. L'année dernière, on en a parlé justement pour éviter que les Russes s'en emparent comme ils l'avaient fait l'année d'avant en disant ces exercices nucléaires sont bâclés, mal organisés, voilà, des messages qu'on ne voulait absolument pas entendre. Et donc là, le secrétaire général a pris la parole en annonçant qu'on allait démarrer ces exercices, quel était leur objectif, leur cadre, etc. Et cette année, on allait encore plus loin parce qu'on est carrément allé sur la base, tourner des images en filmant le commandant de la base italienne. Donc cette approche et d'ailleurs, cette approche a porté ses fruits puisqu'on a eu très peu de bad buzz ou de récupération de l'exercice nucléaire. Voilà. Après, sur l'influence, on en reparlera sans doute, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de plus en plus d'approches indirectes, comme je disais. Ça veut dire des influenceurs, ça veut dire... Alors, à l'OTAN, on parle de like-minded partners, donc trouver des gens qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs. Et c'est sans doute un des grands privilèges des institutions ou des États, que de pouvoir, certes, avoir moins d'argent que les entreprises pour faire ça, mais reposer sur beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés qui sont prêts à le faire. Et c'est quelque chose que je ressens très fortement depuis que je travaille à l'OTAN. Et donc c'est sans doute là qu'on doit aussi mettre nos efforts. Comment on rassemble ces communautés de bonne volonté qui sont prêts à nous aider à gagner cette bataille de l'information. Et ce n'est que le début. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bon, énormément de pistes. Il y a déjà de quoi faire des heures de débat sur tout ce que vous avez tiré. Oh, on y reviendra. On tirera des parallèles tout à l'heure. Mais maintenant, j'aurais aimé un peu basculer, puisqu'on va reparler ensuite des manœuvres défensives, notamment de la part de l'Union européenne avec Nadia Kovalchikova. Mais j'aimerais quand même commencer par détailler un peu la menace, en quelque sorte. En tout cas, une des menaces, c'est clairement la menace prioritaire pour l'OTAN, c'est-à-dire la Russie. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule menace au sens large. Il y a d'autres acteurs qui font de la désinformation, mais c'est une des menaces prioritaires, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. J'ai dit, Maxime Audinet, vous êtes chercheur à l'IRSEM, vous êtes spécialiste notamment de ces vecteurs d'influence, puisque vous avez fait votre thèse sur la naissance et sur l'organisation de Russia Today en Russie.
qui est d'ailleurs devenu un livre il y a 2 ans, paru aux éditions de l'INA. Et vous travaillez désormais particulièrement sur la manière dont cette influence russe s'étend, se réoriente en quelque sorte en Afrique, en particulier depuis le début de l'invasion en Ukraine, puisque évidemment, essayer de convaincre les populations européennes, c'est un peu plus difficile depuis 1 an et demi, mais du coup, ils ont réorienté ces moyens vers l'Afrique. Je peux préciser aussi tout de suite, pour ceux que les questions d'études russes intéressent dans la salle, vous avez lancé il y a quelques jours Coruscant, qui est un collectif de recherche sur la Russie contemporaine qui vise à repenser et à redynamiser ces études dans un moment où c'est évidemment de plus en plus difficile d'aller étudier la Russie de près. Merci Alexandre, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus si nombreux. Alors oui, effectivement, moi ce que j'ai essayé de faire dans mes recherches, c'était d'établir en fait une sorte de sociologie, si vous voulez, des acteurs et des pratiques de l'influence russe à travers effectivement des terrains de recherche en Russie jusqu'en 2019. Et puis, depuis maintenant quelques années, et a fortiori depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, on réfléchit évidemment à la possibilité de travailler sur la Russie, de produire de la connaissance sur la Russie depuis l'extérieur, et notamment à travers l'enquête numérique, qui est effectivement un des gros axes de ce collectif de recherche Coruscant, que je vous remercie d'ailleurs de mentionner. Alors là, je vais particulièrement parler effectivement de ce que nous on appelle l'influence informationnelle, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, l'ensemble des pratiques d'influence qui mobilisent des ressources et des technologies informationnelles pour atteindre une cible ou pour obtenir un résultat qui va être conforme en fait aux attentes ou aux préférences de l'influenceur, donc ici en l'occurrence la Russie. Et c'est important de comprendre qu'il faut concevoir cette influence informationnelle comme en fait un spectre de pratiques et d'acteurs qui s'étend de mode, je dirais, attractif ou incitatif, ce qu'on appelait, parce qu'on en parle de moins en moins, le soft power, jusqu'à des modes beaucoup plus coercitifs, ce qu'on appelle parfois le sharp ou le hard power. Alors, pour vous donner une idée de comment on travaille, nous, on catégorise en fait ce dispositif d'influence informationnelle de la Russie en 3 catégories. Les principaux, ce sont les acteurs étatiques, notamment qui relèvent de ce qu'on appelle tantôt la diplomatie publique médiatique ou la propagande médiatique internationale, donc en l'occurrence les réseaux RT et Sputnik, qui ont la particularité de se présenter, si vous les connaissez un petit peu, comme des médias globaux alternatifs et contre-hégémoniques dans l'espace médiatique international, mais qui déploient en réalité une ligne éditoriale qui est compatible, voire totalement alignés sur le discours officiel russe. Malgré ça, ils adaptent très nettement leur contenu en fonction des publics ciblés, même s'ils se rejoignent sur, je dirais, une ligne commune et une critique commune de ce qu'on pourrait appeler l'Occident libéral au sens large. Vous avez aussi des acteurs de diplomatie numérique, c'est-à-dire en fait la communication en ligne de la politique étrangère et de la diplomatie russe, qui s'est vraiment profondément transformée depuis l'invasion de l'Ukraine, en étant à la fois plus volumineuse dans sa production de contenu, mais aussi beaucoup plus agressive dans sa communication. Et enfin, vous avez évidemment un objet sur lequel il est particulièrement difficile de travailler, qui sont les opérations informationnelles qui sont menées à la fois par des départements du ministère de la Défense, mais aussi et surtout par les services de renseignement russes, le GRU, le SVR, le FSB, qui sont des acteurs importants de la lutte informationnelle et qui s'appuient d'ailleurs bien souvent sur l'héritage et le savoir-faire des services soviétiques et notamment de ce qu'on appelait le service A de la première direction générale du KGB. Et je crois qu'on en a eu un assez bon exemple ces derniers jours, en tout cas un exemple vraisemblable, avec, peut-être vous en avez entendu parler, ces pochoirs d'étoiles de David qui ont été affichés dans les rues de Paris. L'origine russe de cette opération est en train de se préciser, notamment parce qu'elle a été relayée très abondamment par une opération qu'on appelle RRN Doppelganger, et qui rappelle d'une certaine manière une opération qui avait été menée par le KGB en 1959 et 1960, ce qu'on avait appelé un moment qu'on avait appelé l'épidémie des svastikas, et qui consistait en l'occurrence parallèlement à une vague d'incidents antisémites en Europe, pour le KGB à venir afficher en fait des graffitis de croix gammées et des slogans antisémites dans les rues de plusieurs villes de la République fédérale d'Allemagne, afin de laisser penser qu'il y aurait une résurgence nazie en Allemagne pour empêcher son réarmement.
Vous avez ensuite un autre type d'acteurs sur lesquels on a beaucoup travaillé avec mes collègues, qui sont des acteurs non officiels, non étatiques ou semi-étatiques, qui peuvent être des entreprises, des activistes, des groupes de hackers, ou encore ce que nous avons appelé les entrepreneurs d'influence, ou les adocrates, au sens de ad hoc, qui sont en fait des acteurs russes, souvent des hommes d'affaires, qui vont investir en fait leur propre capital financier dans des opérations d'influence, à la fois pour servir les intérêts de l'État russe, ou pour servir leurs propres intérêts. Et ce sont des acteurs qui sont capables, souvent après un phénomène de délégation, de s'affranchir en fait des lourdeurs bureaucratiques qu'on observe en fait dans des structures étatiques traditionnelles, pour agir de manière beaucoup plus souple et désinhibée là où l'État refuse de s'impliquer directement. Évidemment, l'archétype de ces entrepreneurs d'influence, c'est le célèbre Yevgeny Prigojine, dont on a énormément parlé ces derniers mois jusqu'à sa mort dans le crash de son avion le 23 août 2023, et qui est, comme vous le savez sans doute, à la fois le fondateur de Wagner, du groupe de la société, enfin, du groupe de mercenaires Wagner, et également des fameuses usines à trolls dont vous venez de parler, qui ont fait florès en Russie, d'ailleurs bien au-delà je dirais, des acteurs de l'action internationale de la Russie, à la suite notamment d'un projet qu'on appelle le projet LARTA, dont la branche la plus connue est l'Internet Research Agency, cette ferme à trolls de Saint-Pétersbourg. Et enfin, vous avez un type d'acteur en tout cas qu'on oublie assez souvent, mais qui a été suggéré à l'instant, qui sont en fait ce qu'on pourrait appeler les acteurs tiers dans les pays ciblés. Puisqu'il faut bien comprendre que les acteurs russes ont acquis vraiment, et d'ailleurs ça n'est pas récent, il y a tout ce savoir-faire, encore une fois soviétique, qu'il faut prendre en compte, une capacité très forte en fait à s'insérer dans des écosystèmes beaucoup plus larges que celui des acteurs russes. Pour vous donner un exemple très concret, on le voit très bien au Sahel ou en République centrafricaine, avec une capacité à tirer parti de la précarité très forte des paysages médiatiques locaux pour pénétrer justement ces espaces informationnels et pour les instrumentaliser. Donc il faut aussi, quand on s'intéresse à l'influence russe, par exemple, considérer justement l'agentivité des acteurs locaux qui peuvent être des leaders d'opinion, des médias, des journalistes, des entrepreneurs médiatiques, des usines à trolls qui vont être externalisées, des groupes militants, des responsables politiques qui sont justement financés, sous-traités, cooptés ou soutenus par les acteurs russes avec qui ils vont coopérer en fait pour des raisons très diverses, parce que ça peut être pour des raisons purement lucratives, militantes, parfois idéologiques. On l'a d'ailleurs vu aussi en Europe, avec un certain nombre de responsables politiques, des médias, et en Afrique, pour vous donner quelques exemples, on a une radio en Centrafrique qui est entièrement financée par Wagner, ou encore des activistes comme Kemi Seba, dont on sait maintenant, grâce au Wagner Leaks, qu'il a reçu $400 000 de la part justement de Prigojine. Quelques mots maintenant pour terminer sur les transformations en fait, de cet écosystème depuis l'invasion de l'Ukraine, qui en fait est un moment qui a été marqué aussi par une sorte d'accélération de la partition en fait, des espaces informationnels russes et occidentaux, et notamment européens. D'abord, pour parler de RT et Sputnik, ça a été suggéré tout à l'heure, ce sont des médias, vous le savez, qui ont été suspendus au sein de l'Union européenne après les sanctions qui ont été adoptées dans les jours qui ont suivi l'invasion. Mais ce ne sont pas des médias qui ont été interdits de produire des contenus. D'ailleurs, les branches européennes de ces médias continuent justement à produire des contenus depuis Moscou, où elles ont été pour la plupart relocalisées. Et en même temps, effectivement, ils cherchent à se réorienter vers de nouveaux marchés médiatiques pour compenser en fait la perte de leurs audiences et pour pérenniser en fait tout simplement leur raison d'être et leur financement auprès de l'État actionnaire russe, puisque effectivement ils reçoivent 400 millions d'euros par an. C'est par exemple le cas de Sputnik France, qui n'existe plus et qui est devenu désormais Sputnik Afrique depuis août 2022. Et l'Afrique est clairement un nouvel espace de projection prioritaire. Aujourd'hui, on estime que 30% des contenus qui sont produits par le canal anglophone de Russia Today sont consacrés justement aux actualités africaines. Et dans le même temps, on voit aussi une percée très nette sur ces médias de tout le récit anti-néocolonial qui connaît une inflation absolument spectaculaire dans le discours politique russe depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est quelque chose qui était déjà présent au Sahel à travers les acteurs liés à Prigojine et Wagner, mais qu'on voit maintenant apparaître absolument partout dans le discours de Vladimir Poutine, des ministres, des débats au sein du Parlement russe, et qui est vraiment
un nouveau récit qui est utilisé et matraqué pour justement reformuler la critique anti-occidentale afin évidemment de séduire toutes les audiences qu'on qualifie parfois sans doute de manière impropre sous cette notion de Sud global, mais en tout cas ce que les Russes qualifient eux de non-Occident, de nie-Zapad, c'est-à-dire toutes les audiences qui justement peuvent être séduites par ce discours anti-néocolonial. Il y a un point important aussi qu'il faut avoir gardé à l'esprit, c'est que pour compenser la chute de leurs audiences, donc par exemple RT est passé de 140 à 100 millions de visites mensuelles en moyenne à peu près par mois de l'ensemble de leur site, ces médias en fait mettent en place des stratégies de contournement des sanctions européennes, notamment à travers un phénomène intéressant qui consiste à créer de multiples sites miroirs, c'est-à-dire en fait de changer l'URL originelle de leur site afin de pouvoir être accessible au sein de l'Union européenne sans VPN. Donc là, par exemple, vous pouvez, j'ai une liste, si je peux vous la fournir, vous pouvez accéder à ces médias sans recourir à des VPN, et donc c'est une vraie, en fait, un contournement des restrictions qui est très net. J'en ai identifié 23, il y en a sans doute beaucoup plus. Mais il faut avoir conscience que ce jeu du chat et de la souris, qu'on observe d'ailleurs dans d'autres sphères, il est très présent et il est employé de manière méthodique et systématique par ces acteurs depuis Moscou pour justement continuer à percer en fait ces nouveaux murs informationnels et continuer à être lus et entendus justement en Europe. Et pour parler maintenant, et je vais m'arrêter après, de ce qui se passe du côté de la galaxie, ce qu'on appelle nous la galaxie Prigojine, évidemment tout le monde se pose la question de ce que devient ce dispositif depuis la mort de Prigojine. C'est une question qui occupe pas mal d'états-majors des armées en ce moment. Et moi, je parlerai en fait d'une sorte de continuité dans la fragmentation. C'est-à-dire qu'on a deux phénomènes concomitants qu'on observe assez bien. D'une part, une tentative, qui d'ailleurs n'est pas toujours fructueuse, par les autorités russes de dépecer en fait l'héritage de Prigojine et de capter un certain nombre de ses actifs, que ce soit d'ailleurs dans la sphère informationnelle, mais aussi dans le domaine justement du mercenariat. Que va devenir Wagner? Comment les intégrer davantage au ministère de la Défense? Également sur le plan économique, vous savez que Prigojine était aussi un homme d'affaires avec une quantité absolument astronomique de sociétés en Russie. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de cette captation, c'est toute la holding médiatique de Prigojine qui s'appelle Patriot et qui a été reprise en main, semble-t-il, par un très proche de Vladimir Poutine qui s'appelle Yuri Kovalchuk. Mais dans le même temps, on voit très bien, notamment en Afrique subsaharienne, une sorte de continuation et une préservation d'un certain nombre des activités de ce réseau qui a été façonné depuis plusieurs années. Par exemple, on voit très bien des trolls, des faux comptes dont on sait qu'ils appartiennent au projet Larta, qui sont toujours actifs, en fait, qui continuent après à avoir arrêté de produire quelques contenus après la mort de Prigojine, ont repris une certaine vigueur et continuent à produire des contenus habituels, c'est-à-dire légitimer la présence russe au Mali ou en RCA, par exemple, légitimer les pouvoirs en place qui soutiennent une coopération avec la Russie, ou évidemment dénigrer de manière très virulente la présence française ou d'autres institutions internationales comme les missions des Nations Unies. Et donc on peut supposer, si vous voulez, que les autorités russes ont conscience que ce dispositif a été bâti de longue haleine. Il y a des réseaux qui ont été créés depuis 5-6 ans, qu'on ne peut pas le replacer du jour au lendemain, et qu'on peut en fait continuer à capitaliser sur ces acteurs-là. Donc on a même des gens qui étaient des très proches de Prigojine, qui sont toujours présents à Bangui, par exemple, notamment, c'est toujours les mêmes. Mais il y a, semble-t-il, une compréhension qu'on peut toujours tirer un bénéfice côté de Moscou pour faire avancer les intérêts de la Russie en Afrique et dénigrer celle de ses adversaires. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'on en reparlera, si vous voulez, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Maintenant, je vais laisser la parole à Nadia Kovalchikova, qui va s'exprimer en anglais. Je peux vous préciser, normalement, vous avez des boîtiers de traduction, si vous le souhaitez. So, Nadia Kovalchikova, you're a senior analyst at the EU ISS, the European... Donc, vous êtes à l'Union européenne pour des études stratégiques et vous menez le projet Counting Foreign Interference, donc les interférences étrangères.
et spécialiste des menaces hybrides et ingérence étrangère. Yes, thank you very much. So, yes, at the EU Institute for Security Studies. Donc, oui, à cet institut d'études européennes, effectivement, j'aimerais mettre cela dans le contexte d'où cela vient et en travaillant sur la sécurité transnationale, ça reflète la réflexion ou la pensée de UE. Et donc, avec ces menaces hybrides, sont non seulement non militaires, mais ils entrent et comme cette année, ils ont été dans une combinaison de menaces, ils essaient, les acteurs, propulser cette information, mais aussi mener des cyberattaques. Et ils ont forcé d'autres acteurs de sous-tendre la sécurité des pays occidentaux. Et ces efforts sont coordonnés en principe et ils sont en même temps aussi. Donc, lorsque nous regardons cette information européenne, ce n'est pas suffisant de regarder le contenu seulement. C'était mentionné aussi qu'il y avait différentes tactiques et méthodes, comment ils essaient de sous-tendre par la propulsion de l'information, les réseaux sociaux, etc. Donc, on cherche la manipulation et interférence. On cherche aussi la terminologie. Donc, ils essaient de saper et de miner. Donc, on a déterminé que le contenu de ces récits ne suffit pas en tant qu'effort. Et donc, est-ce que c'est vraiment vrai? Pour ces questions, à savoir qui c'est qui a la vérité, qui détient la vérité, on peut dire qu'il y a une vérité ici, un mensonge ici. Il ne s'agit pas de cela du tout. C'est quelles sont les preuves, quelles sont les preuves, comment est-ce que ces informations sont manipulées et donc soit dans les espaces médias traditionnels ou plus modernes. Donc, l'idée, c'est comment le traiter plus efficacement qu'avant. Donc, Maxime a déjà parlé de cela, mais il existe 5 catégories différentes où il faudrait identifier et catégoriser ce qui se passe. Il y a des acteurs étatiques et non étatiques. Et donc, bien sûr, l'interférence étrangère, il y a beaucoup d'individus, il y a l'influence, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de followers et des utilisateurs qui sont des citoyens de la société civile. Et donc, avec ces individus qui détiennent ces puissances, ils sont de plus en plus actives en amplifiant les messages et donc quelquefois leur objectif va au-delà des efforts gouvernementaux ou bien Sputnik ou autres, mais les individus, les particuliers qui entrent cette communauté d'informateurs, disons, lorsqu'on parle de conduit ou de comportement, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais ce qu'on voit, ce que font les autres, mais et comment faire pour anticiper la prochaine fois et planifier, préparer pour ce type d'activités qui sont menées par ces acteurs malveillants. Donc, comment est-ce qu'ils le font? Ils essaient d'éliminer des efforts existants dans certains pays. Ils essaient de détruire les récits, ce qui est vrai, ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, ils essaient de corrompre, de menacer des différentes parties des acteurs pour pouvoir les faire chanter plus tard, par exemple. Et donc, et pour
pour diviser, pour qu'on n'ait pas de terminologie, l'Union européenne, les États membres entre eux-mêmes et etc., les gens, les différentes sociétés, etc. Et le derrière, c'est de distraire. Ici, c'est la dernière catégorie que nous voyons beaucoup. Et donc, c'est déployé non seulement par la Russie, mais la Chine, où il y a des efforts de donner la blâme, par exemple, ou bien d'essayer d'oublier ou le génocide sévit, ou bien des dizaines de milliers de gens sont morts, etc. Et donc, que fait le UE pour travailler avec ces mesures précipitatives et préventives et comment le traiter et réparer ou changer ces dynamiques? Au niveau de l'UE, il y a beaucoup d'initiatives encore. Lorsque nous parlons de UE, de quoi parle-t-on? Il y a des instituts variés. Il y a des services d'action, parlement, etc. Ils sont tous impliqués dans le traitement de ce type d'information. Et donc, il y a déjà un effort coordonné et en cours au sein de ces institutions européennes pour utiliser cela pour contrer il y a des plans de communication, il y a le plan d'action coordonné, il y a des nouvelles règlements et les codes de pratique aussi, et se trouve très volontaire. Il y a des mesures réglementaires, co-réglementaires. Ce qui veut dire que le UE est très actif dans cette sphère et on ne le voit pas. Enfin, ce n'est que quelques États membres qui le voient. Mais autre chose aussi, l'investissement dans les politiques pour contrer les investissements étrangers dans l'infrastructure, par exemple, qui pourraient être abusés ou utilisés comme canal d'interférence dans l'économie d'un pays donné ou dans la vie des gens. Par exemple, l'électricité est coupée, par exemple, lorsque les investissements dans les technologies stratégiques, etc. Et on voit comment les pays et les différentes institutions identifient des efforts différents dans ce écosystème, donc pas seulement en regardant ces récits, mais qui sont abusés au sein de ces récits nouveaux ou répétés pour saper la crédibilité. Et donc, il y a bien sûr par-dessus ça les efforts de société civile, car les gouvernements ne sont pas les seuls acteurs ou parties prenantes qui ont la responsabilité qui sont responsables. Donc, des sociétés de réseaux sociaux, mais pas seulement. Et donc, il y a des meneurs locaux, par exemple les officiels, les éducateurs et les personnes qui sont au niveau de la société civile, les particuliers, par exemple les influenceurs qui propulsent cette information disséminée. Et donc, ils ont le pouvoir et l'accès et ils peuvent atteindre. Donc, comment s'engager contre ces efforts? Et aussi, c'est le contact. Lorsque vous voyez comment c'est créé, manipulé, utilisé, etc., on travaille sur le côté de ceux qui essaient de contrer. Il faut définir les messages pour atteindre les personnes, atteindre toutes les personnes. Donc, d'éviter cette séparation. Par exemple, à Bruxelles, la démocratie, etc. Il y a bureaucratie, on ne sait pas de quoi il parle, etc. Il faut utiliser beaucoup plus de visuels, des vidéos, un langage bien compris. Donc, parce que ceci est tout utilisé par les acteurs malveillants. Donc
comment utiliser de manière beaucoup plus efficace. Donc, ABCD, D pour degré, quelles sont les méthodes d'amplification et les codes de dissémination. C'est pas seulement dans la liberté d'expression, par exemple, si vous avez entendu comme la commissionnaire Jourova qui en a parlé, pas seulement, il ne s'agit pas seulement de l'expression, donc la liberté d'expression, mais ce n'est pas garanti. Ce qui veut dire que nous regardons la responsabilité et le fait de répondre à ces pratiques. Et donc, concernant les informations qui arrivent, donc le code qui est signé par beaucoup de réseaux sociaux, je pense qu'il y en a 30 qui ont signé pour les annonceurs et les sociétés. Et il faut être plus transparent aussi de ce qui se passe sur ces plateformes. Et vraiment, il faut pouvoir répondre donc, et être responsable. Donc, il faut regarder ces mécanismes comme un plus grand écosystème, car beaucoup de parties prenantes ou d'acteurs ont des rôles différents, mais les gouvernements ont le pouvoir pour les engager à plus de responsabilités. Et après, quel est l'effet? Quel est l'impact de tout cela? Est-ce que cela change les idées des voteurs lors des élections, par exemple? Quelquefois, si vous dites que vous voyez qu'il y a des centaines de milliers de comptes ou de personnes, des utilisateurs. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un effet sur la personne qui a été élue, etc.? Mais il faudrait voir au fil du temps comment cela peut manipuler des résultats, effectivement. Et donc, il y a d'autres qui sont présents dans le UE, mais pas seulement. C'est une ère cognitive, comment cela peut affecter d'autres esprits, d'autres cerveaux. Et donc, c'est un élément de notre comportement social en général. Ce n'est rien de neuf par le passé. Vous voyez, nous sommes des citoyens. Nous sommes sœurs, nous sommes frères, nous sommes des maris, des femmes, etc. Et nous avons des rôles dans la société et nous sommes influencés par notre environnement. Et la partie cognitive de cette recherche est très, très importante car on regarde de manière plus approfondie comment cela agit. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire et j'attends vos questions avec plaisir. Je pense à tous les lycéens éventuellement qui sont là, qui en auront tiré plein de choses, aussi bien l'approche ABCDE, la liste des D, enfin, tout ça. Je suis avant tout prof d'histoire, donc ça ressortira très bien dans les copies, je pense. Enfin, je vais laisser la parole à Blandine Chéligny-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Aix-Marseille, je l'ai dit, spécialiste de la géopolitique des religions, ce qui est le titre d'un de vos ouvrages parus aux éditions du Cavalier Bleu, spécialiste notamment de la manière dont la religion a des implications géostratégiques, alors évidemment directes, mais aussi peut jouer comme un outil d'influence. On peut peut-être repartir du cas russe, puisque c'est... ou pas, hein, mais oui. Puisqu'on a évidemment vu le patriarche de Moscou prendre un rôle de justification de l'invasion russe de l'Ukraine, mais c'est là aussi que c'est très intéressant, puisque c'est pas du tout le seul cas de ce genre d'utilisation du facteur religieux, loin de là, et du coup j'espère que vous nous aiderez à regarder ailleurs et à comparer tout ça avec d'autres aires culturelles et d'autres acteurs qui ont le même genre de stratégie. Oui, merci beaucoup. D'abord pour votre invitation et pour donc m'inclure dans ce panel sur les luttes informationnelles et d'influence, parce qu'effectivement... même si ça paraît un petit peu décalé, là on va, à travers des références religieuses ou l'utilisation des références religieuses, avoir une illustration directe, quoique beaucoup moins technique que les présentations qui viennent d'être faites, sur donc l'influence ou l'utilisation, la mobilisation du levier religieux, alors par les États tout d'abord, mais aussi par... toute une série d'acteurs ou d'entrepreneurs, vous avez parlé vous avez utilisé ce terme-là, de réseaux finalement non étatiques qui vont former un conglomérat
très impressionnant aujourd'hui, conglomérat qui va des partis politiques aux milices terroristes, aux criminels. Donc on a une mobilisation du référent religieux qui est très 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 importante aujourd'hui et surtout qui s'est diffusée dans les relations internationales. Alors on va dire sous forme de discours, alors de discours d'explication des situations et des conflits à l'interne et à l'international, mais surtout dans les relations internationales, sous forme de récits, on pourrait dire ça, de récits à la fois antagonistes et manichéens. Alors, cette progressive contamination du champ des relations internationales par le récit qui utilise la religion, ça ne s'est pas fait évidemment en 5 minutes. Et je suis confuse de rappeler ma profession d'historienne, mais voilà, vous avez quand même toute une cumulation, un peu comme un millefeuille, une cumulation finalement de facteurs entre le 19e et le 20e siècle qui ont fabriqué un peu le panorama contemporain dans lequel il y a beaucoup d'interférences et d'explications manichéennes de ce qui se passe avec donc un certain nombre d'acteurs étatiques et non étatiques qui utilisent l'argument religieux. Alors, évidemment, cela vient du fait que les religions sont comme un fait social collectif. Elles sont historiquement, elles ont fondé historiquement, j'allais dire, et c'est bien normal, elles ont fondé historiquement des cultures et des civilisations, des aires culturelles, des aires civilisationnelles qui perdurent, qui subsistent toujours, malgré les effets de notre propre globalisation culturelle et aussi les effets de la mobilité de plus en plus importante des êtres humains sur la planète et le phénomène de sécularisation. Donc malgré tout ça, si vous voulez, vous avez quand même dans le fait religieux, dans le fait social religieux, vous avez quand même une forme de pérennité, de survivance très profonde, liée aussi à la psyché collective, à la psyché des peuples. Et donc mobiliser cette psyché avec des références précises que les populations peuvent finalement récupérer et faire leur et comprendre, ça a été de tout temps un objet, ou plutôt un fait des puissances. Donc la relation entre puissance politique au sens politique et religion a été dans le passé extrêmement profonde, comme vous le savez, absolument profonde, et cela a surtout servi dans le passé à asseoir la légitimité des pouvoirs, à obtenir l'obéissance des peuples, mais aussi à légitimer d'une manière ou d'une autre l'extension, l'occupation territoriale, donc la projection des puissances sur les territoires. Alors, je voudrais en revenir, avant d'arriver à la Russie, et vous m'arrêtez si je suis trop longue, je voudrais revenir à mes couches de millefeuille. Donc je dirais que historiquement, l'impérialisme européen, qui a quand même duré longtemps et qui a touché toute la planète, à peu près sur 4 siècles, a provoqué, bien sûr, dans ses extensions, des réactions de rejet et de ressentiment culturel, alors qui soit se sont transformées en nationalisme, d'indépendance, mais aussi dans le monde musulman, qui se sont transformés en réactions politico-religieuses islamiques à partir de l'Inde et à partir de l'Égypte. Et de fil en aiguille, cette réaction a fabriqué une véritable contre-culture islamiste comme grille de lecture,
grille de lecture interne et internationale. Bon, j'ai pas le temps, bien sûr, de retracer les conséquences du développement de l'islamisme, mais on peut dire qu'il a été le ferment d'une vision du monde binaire, entre un monde musulman agressé par un Occident dominateur et mécréant, que la communauté mondiale des musulmans devait briser et renverser à leur profit, à la fois comme une grande revanche, finalement, face à l'humiliation subie du processus colonial, et aussi comme un commandement religieux. Donc ça, c'est une couche possible. Vous avez eu aussi le temps de la guerre froide, qui a privilégié, du côté occidental et particulièrement du côté américain, l'idée que dans la division des blocs, il y avait un bloc qui défendait la religion en général, pas simplement la religion chrétienne, et que c'était un élément de confrontation face au monde soviétique communiste. Et donc on a toute une dimension de la politique extérieure américaine face à une dimension anti-religieuse de la politique extérieure soviétique ou chinoise, qui a servi à colorer de nombreux conflits de guerre froide, dont par exemple la guerre du Vietnam. Mais je ne vais pas développer. En tous les cas, dans cette défense religieuse du monde libre et des mondes libres, les Américains et les Occidentaux n'ont rien trouvé à redire à l'époque au développement du salafisme saoudien à travers donc la politique du régime saoudien à coup de milliards et à coup d'organisations internationales dédiées, donc d'expansion de cette interprétation de l'islam dans le monde musulman. Donc on a cette deuxième couche. On a aussi la troisième couche, une troisième couche qui pourrait être celle du monde post-guerre froide, qui a intégré dans tous ces sursauts et son histoire qui est la nôtre, donc dont on a été directement les témoins, qui a intégré la théorie du choc de civilisation comme nouveau moteur des relations internationales ou comme moteur explicatif de la recomposition du monde. Donc cette théorie est apparue dans les années 90 sous la plume d'un politiste américain conservateur. Ça a eu énormément de succès, mais depuis lors, si vous voulez, cette théorie-là s'est multipliée un peu comme autant de prophéties autoréalisatrices, s'est déplacée d'un espace à l'autre. Et donc beaucoup d'États aujourd'hui d'États ou de groupes peuvent la faire leur, et c'est une théorie ou une vision du monde qui a connu une grande prospérité au sein des opinions publiques, pas simplement occidentales. Donc j'aurais encore beaucoup à dire, mais je voudrais m'arrêter maintenant, si j'ai le temps, pas trop, sur la Russie, sur l'exemple de la Russie, qui, depuis que M. Vladimir Poutine est au pouvoir, utilise délibérément les leviers de l'héritage orthodoxe russe dans sa présentation, dans sa projection de la Russie, et dans aussi l'usage qu'il en fait quant aux relations internationales de la Russie. Donc il a, M. Poutine, alors je voudrais juste vous citer en illustration cet ouvrage écrit par l'une de mes amies qui travaille là-dessus à Sciences Po Paris, Cathy Rousselet, La Sainte Russie contre l'Occident. C'est très facile à lire, c'est très très bien écrit. Et donc là, on a toute une analyse de la consolidation symbolique du pouvoir poutinien par l'utilisation de son lien avec l'Église orthodoxe russe, dans un sens de la symbiose entre pouvoir politique et religieux qu'il y avait dans la tradition byzantine. Vladimir Poutine a favorisé d'abord la présence de l'Église orthodoxe dans toutes les manifestations officielles. Il a favorisé financièrement l'Église orthodoxe, qui a affiché en échange sa collaboration avec le pouvoir russe en termes de patriotisme et de défense de la tradition.
Il a aussi utilisé, M. Poutine, en tant que président ou Premier ministre, les références orthodoxes pour délibéraliser la société russe, pour mettre fin à un début de laïcité russe qui s'était bien mis en place dans les années 90, avec un pluralisme religieux très important. Et là, vous avez au fur et à mesure des lois qui restreignent la liberté religieuse, qui étouffent la différence religieuse russe, notamment du côté des protestants russes et certains groupes qui sont complètement persécutés aujourd'hui, comme les témoins de Jéhovah. L'incrimination de hooliganisme qui a été mise en place, utilisée comme synonyme de crime de blasphème, l'enseignement religieux orthodoxe qui a été rétabli dans les écoles publiques, et surtout, à l'international, une phraséologie messianique sur le rôle et la place de la Grande Russie dans l'ordre international, ce qu'on pourrait appeler, ce que Cathy Rousselet appelle la propagande mystique au service des causes russes. Et bien sûr, elle se fait au détriment d'ennemis qui sont transformés en ennemis sataniques. Et on a une évolution dans le discours de M. Poutine et du pouvoir russe en général face à un Occident qui va être présenté comme à la fois décadent, non chrétien, où la Russie devient un rempart de la civilisation chrétienne, donc contre un libéralisme dégénéré, qui émanerait de l'Occident libéral, cherchant à influencer toute la planète. Donc on a cette utilisation de la référence religieuse pour diaboliser pas simplement l'Occident, mais les ennemis de la Russie, dont l'Ukraine. Donc on a, après l'invasion de l'Ukraine, là, une gradation dans la guerre discursive, dans la rhétorique spirituelle de Moscou. Et je voudrais juste vous citer quelques morceaux choisis, avec le patriarche de Moscou qui a fait des déclarations en avril, en mai 2022, en septembre, en novembre, enfin bon. Et à côté de ces déclarations tout à fait stupéfiantes sur le caractère satanique j'allais dire, des Ukrainiens qui se séparent de la Sainte-Rousse, vous avez aussi des déclarations sur le fait que les soldats russes qui se battaient en Ukraine et qui y mouraient, faisant le sacrifice de leur vie, eh bien, avaient bien sûr, comme les croisés d'antan, tous leurs péchés pardonnés, etc., etc. Donc on a une utilisation de la désatanisation russe, qui est aussi devenue un concept écuménique, puisque désormais, à côté de l'affirmation de la grandeur civilisationnelle et chrétienne russe, Moscou utilise son rôle de muraille spirituelle globale pour intégrer dans son projet ces populations musulmanes et donc faire une alliance orthodoxe musulmane contre, dont on a beaucoup d'illustrations, contre l'Occident. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Donc, la discussion va être un peu restreinte pour garder du temps quand même pour les questions, mais j'aurais aimé commencer par vous lancer sur une question qui a été un peu esquissée par Nadia Kovalchikova, qui est celle de la réception, parce qu'on se concentre beaucoup sur les messages, on se concentre beaucoup sur les moyens, parce que dans une certaine mesure, c'est facile de les observer, mais par exemple sur le facteur religieux, on voit très bien tous ces messages. Par exemple en Russie, c'est peut-être plus difficile de montrer, de voir quel impact ils ont sur une société russe qui s'est effectivement laïcisée depuis des décennies maintenant. Et plus largement, j'y pense notamment parce que vous avez tous évoqué, il y a en quelque sorte ces deux piliers sur la désinformation russe, qui est le pilier historique, c'est-à-dire les bots, les fermatrolls, etc. Mais on a presque l'impression que c'est un peu la menace d'hier. C'était la menace notamment jusqu'à l'élection américaine de 2016.
Et dans une certaine mesure, toutes ces choses qui étaient très techniques, presque de force brute, il y a eu beaucoup d'adaptations, notamment de la part des plateformes dans une certaine mesure, et on passe dans une certaine mesure à un autre pied qui est celui des influenceurs désormais. Donc, en fait, ma question qui est plus générale, c'est comment est-ce qu'on pondère l'un par rapport à l'autre en termes de menaces, et du coup, comment est-ce qu'on apprécie l'efficacité de l'un et de l'autre? Je sais, Maxime Audinet, que c'est un de vos thèmes de recherche, notamment de faire des enquêtes d'opinion là-dessus. Mais voilà, là, on se concentre à chaque fois sur les moyens qui sont déployés, et c'est bien normal. Comment est-ce qu'on passe tout ça, en quelque sorte, au crible de l'efficacité respective de chacun de ces vecteurs d'influence, de désinformation, comme vous voulez le prendre? Je ne sais pas qui veut... Maxime? C'est la question à $1 million, comme on dit, puisque c'est une question fondamentale qui occupe non seulement les gens qui travaillent sur l'influence et la désinformation, mais plus largement dans toutes les media studies, en fait, ou les études médiatiques, la question de l'efficacité de la promotion d'un message médiatique est une question qui occupe les gens qui travaillent sur ces questions depuis au moins 50 ans, on pourrait même remonter plus loin, et auxquels très peu parviennent justement à produire des résultats, je dirais, qui sont suffisamment englobants et qui permettent de répondre à toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on va travailler de manière beaucoup plus sectorielle en essayant d'observer, par exemple, dans telle ou telle société, dans telle ou telle, avec quel type de support, etc. Donc c'est des questions très complexes. Effectivement, merci de le mentionner, on est en train de lancer un projet de recherche avec des collègues britanniques et canadiens pour travailler justement sur la réception des messages produits par l'Union européenne et par la Russie sur la guerre en Ukraine auprès d'audiences, justement. Donc, on a 3 cas d'études, la Serbie, l'Afrique du Sud et l'Inde. Maintenant, on attend éventuellement les financements, et puis si ça fonctionne, on pourra passer au cap suivant, mais qui passe effectivement par la nécessité de conduire des enquêtes de sondage. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas 10 000 solutions pour étudier la perception des gens. Et effectivement, je crois que c'est très important de rappeler aussi ce que disait Nadia tout à l'heure, c'est que c'est aussi extrêmement compliqué d'isoler un phénomène d'influence, notamment informationnelle, par rapport à d'autres phénomènes qui coexistent. C'est-à-dire que, et on le voit très bien, par exemple, je vais prendre le cas de la Russie en Afrique, où il y a toujours cette question qui est posée sur d'où vient ce qu'on appelle, à mon avis, à mauvais escient, le sentiment anti-français, qui est en fait un sentiment, ou un ressentiment plutôt d'ailleurs, ou en tout cas une forme d'hostilité vis-à-vis de la présence française, etc., et qui en est la cause. Et donc à chaque fois, on a des biais sur d'où ça vient, est-ce que c'est efficace, etc. Mais on ne peut pas isoler, par exemple, les facteurs historiques, des phénomènes qui sont endogènes, etc., de ce que peut faire la Russie dans ce domaine-là. Donc je pourrais donner des chiffres très sectoriels, je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est en tout cas ce qui occupe, notamment depuis 2-3 ans, les gens qui travaillent sur ces questions. Marie de Besancenot, vous disiez que c'était dans l'ADN ancien de l'OTAN de mener ces enquêtes d'opinion et d'étudier la perception de l'image de l'OTAN, enfin, l'image de l'OTAN auprès de différents publics, voilà, sur cette capacité à pondérer ce qui marche chez nos adversaires. Oui, alors on continue à le faire énormément, ces enquêtes d'opinion, parce que le soutien de la population est évidemment incroyablement important pour l'OTAN. Les alliés eux-mêmes nous poussent vers une approche de plus en plus régionale, justement parce que la désinformation ne connaît pas de frontières. Donc la semaine dernière, par exemple, on a travaillé avec 3 think tanks de Bulgarie, de Roumanie et de Turquie qui venaient présenter une approche commune sur la mer Noire. Donc voilà, ça c'est quelque chose vers lequel on va de plus en plus. Sinon, la manière dont on appréhende l'effet de nos communications, alors ça, c'est la question à $1 million, en effet, de tous les alliés, tous les ambassadeurs qui disent « mais ça marche ou pas, cette com dans laquelle on investit prouvez-nous que ça marche, qu'on a bien investi nos euros ». C'est pas facile.
Pour l'instant, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est en effet ces analyses des différentes conversations. Donc, de quoi parle l'OTAN pendant l'année? Donc, on parle de nos exercices militaires, on parle de notre sommet, on parle de ça. Donc, nous, on sait de quoi on a parlé et en quels termes, comment est-ce qu'on a voulu former la conversation, avec quel type de message. Et on regarde dans les communautés d'en face quels sont les moments où ça parle d'OTAN et en quels termes. Et la bonne nouvelle l'année dernière, c'est qu'on a vraiment vu un effet miroir. C'est-à-dire qu'au moment de nos exercices où on dit on fait ça, hop, on le voit refléter. Donc ça donne un graphique complètement en miroir. Donc c'est un indice, en tout cas un indicateur de moments où on se dit là on continue à driver la conversation. Et peut-être pour rebondir sur les pratiques d'influence. Alors l'OTAN s'intéresse à la Russie, mais aussi de plus en plus à la Chine. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des grands enseignements assez fascinants de l'étude de Meta produite le 23 août dernier, grâce aux encouragements de l'Union européenne qui poussent les plateformes à en effet communiquer et démanteler lorsqu'ils voient des choses. Ce que je trouve très intéressant, c'est que globalement, c'est une enquête qui montre que il y a eu une immense campagne de désinformation chinoise entre 2018 et aujourd'hui. Quand on dit immense, on parle de 8000 comptes, quasiment 8000 comptes coordonnés, qui poussaient les mêmes types de messages, avec des bots qui systématiquement, automatiquement même, à partir de certains mots-clés, hop, repostaient, etc. Et qu'en dépit de ça, des investissements massifs en termes de traduction, parce qu'ils ont fait ça dans toutes les langues, etc., ça n'a pas pris. En fait, ça n'a pas pris à la mesure des efforts consentis par la Chine. Et une des hypothèses formulées par Meta, c'était que, en fait, les taux d'engagement n'ont pas suivi. Ça veut dire que les messages n'étaient pas suffisamment parlants pour des publics occidentaux et qu'ils ont sans doute investi dans les mauvais outils d'IA en se contentant d'investir dans ce qu'il y a de plus automatique, contrairement à ce qui aurait pu être de l'IA générative. Voilà. Et ça, c'est une grande différence entre la désinformation ou les pratiques d'influence russes et chinoises que nous, on observe en tout cas. Justement, j'aurais aimé rebondir là-dessus sur cette question des plateformes, parce qu'on en a parlé indirectement, mais ça pose la question de ce qui est possible de faire face à ça. Il y a des plateformes dont on sait qu'elles ont fait des efforts, en tout cas elles l'ont affiché, Facebook, Twitter, etc. Oui, elles l'ont affiché à une certaine époque. Oui, affiché. Mais il y en a d'autres, pour le dire clairement, TikTok, ça va être plus compliqué. Pour le dire clairement aussi, il y a d'autres endroits et d'autres médias. Je pense à des boucles WhatsApp, à des boucles Telegram, notamment en direction de certaines régions du monde, où c'est beaucoup plus difficile d'enjoindre les plateformes à un effort de modération, un effort de... Surtout que il y a encore une difficulté supplémentaire que je peux introduire tout de suite, c'est que ces messages ces opérations, elles sont souvent multiplateformes, et donc c'est pas parce qu'une plateforme agit contre un message que toutes le font, et donc le message peut continuer à se propager. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'on peut faire un panorama de ce qui peut se faire à l'heure actuelle? Je sais que l'Union européenne s'est beaucoup investie là-dessus, mais ça pose quand même forcément la question à la fois des moyens techniques, par exemple pour ces médias qui sont très segmentés comme WhatsApp ou Telegram, mais aussi des leviers. Faire imposer à TikTok de lutter contre la propagande chinoise. Bon courage, quoi. Enfin, il y a des leviers, mais quels sont-ils et dans quelle mesure est-ce que on peut savoir si ça fonctionne? Je ne sais pas si Nadia ou... Je vais essayer de répondre à cette question qui est très facile. Concernant TikTok, c'est l'un des signataires de la... Et l'un des signataires, et TikTok a demandé à faire partie des signataires. À l'époque où il y avait des signataires comme Facebook, Google, Zilla, par exemple, et First Five, et ce que cela veut dire en termes d'efforts d'ensemble, parce que la nature de TikTok est indéfinie comme étant une société qui appartient à des Occidentaux. C'est une question de savoir si des sociétés comme TikTok sont tenues de respecter les lois d'un pays ou d'un autre, et si la pratique est très élargie. En plus de cela, ça permet à ces personnes, ces entités, d'entendre les messages et d'y répondre
autour de la table de la discussion et comment ils ont essayé de mettre davantage de pression sur ces sociétés avec la mise en place de monde informationnel à deux sens. Ce qui fait que tout ça, c'est un processus. C'est pas comme si c'est un seul problème avec une seule réponse, mais il n'y a pas que ces grosses plateformes, il y a les plus petites plateformes qui démarrent d'un point de vue tout à fait différent, comme Telegram ou WeChat, par exemple. Et puis par la suite, quand il y avait des sanctions avec RTE et Sputnik, pendant 6 semaines, on les voyait moins, mais d'autres canaux avaient été créés en même temps, ce qui fait que peut-être que l'un dans l'autre, avec 6 semaines de silence presque, a fait la différence. Mais comme je l'ai dit, le code de conduite cherche à être réglementaire pour que ces sociétés soient davantage responsables et aussi parce que ces efforts qui sont consentis, qui sont les premiers efforts aussi, avec un certain nombre d'évaluations, aussi le fait que Twitter est parti pour ce genre d'informations. Donc, on ne peut pas dire que l'une fois que vous avez signé, alors là, vous n'avez plus le problème ou alors il y a besoin de mettre en place d'autres alliés afin de savoir si tout le monde respecte leurs engagements. Et la question de l'utilisation devient plus soutenable. Il faut responsabiliser davantage les parties prenantes, bien entendu, surtout par rapport aux éléments obligatoires et surtout les plateformes des médias sociaux avec des sources très importantes, ce qui fait que là, on peut découvrir des informations et ces informations nous aident autant dans le sens de réfléchir à nos efforts prochains. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe en Australie, parce que en Australie et au Canada aussi, et il y a la question de la transparence pour pouvoir faire face aux informations qui sont répandues. Et les puissances étrangères et les entités qui sont actives en Australie de manière à avoir davantage de visibilité par rapport à leurs actions. Ensuite, il faut pouvoir recueillir les informations, puis traiter l'information d'un point de vue juridique, entre autres, et surtout voir ce que la société civile, les utilisateurs en pensent, parce qu'il y a beaucoup de groupes différents comme WhatsApp, qui appartient à Facebook. C'est tout un réseau et tout ce qui est financement, vous avez la société privée, puis aussi le gouvernement, non seulement pour les médias sociaux, mais également pour les sociétés IA, alors que l'intelligence artificielle nous permet de voir comment les informations sont manipulées à l'avenir, parce que tout le monde pourra s'en servir, pas uniquement les entreprises, mais aussi les États, les groupes, les chefs de file religieux, entre autres. Donc ça, c'est la réponse que j'aurai pour le moment, mais la question de la responsabilité sur le plan des mesures réglementaires et non réglementaires, avec un effort soutenable à mettre en place et en pouvant faire en sorte qu'il y a une articulation entre ces différents efforts. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Nadia et avoir un message peut-être rassurant sur le fait que la réglementation avance et a quand même des effets positifs. De mon point de vue, qui est un point de vue transatlantique, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on aura enfin une approche transatlantique, et on doit reconnaître que les efforts
vraiment consentis par l'européenne sont majeurs pour pouvoir attraper la désinformation. Il y a encore quelque temps, l'argument, la désinformation, qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'information qu'on n'aime pas. Bon, ce n'est plus ça, grâce aux efforts de l'UE. On sait ce que c'est. Donc, Nadia a présenté le cadre avec ABCDE, les 5D, etc. C'est très important. Et donc, on essaye, nous aussi, à l'OTAN, de parler maintenant de ces fameux FIMI, donc de dire que c'est donc on parle des méthodes, en fait. C'est ce qu'on évoquait avec cette approche coordonnée et inauthentique. Et c'est comme ça qu'on responsabilise les plateformes en disant mais ce sont vos services qui sont utilisés de manière inauthentique et coordonnée et vous devriez voilà, vous-même le prendre en compte. Et cette approche-là, puisqu'on est en France, peut-être c'est le petit quart d'heure de promotion de Viginum, mais de mon point de vue transatlantique... Donc, Viginum, je vais rappeler, c'est une agence interministérielle qui est rattachée au SGD, c'est le syndicat général pour la défense et la sécurité nationale. Bref, c'est quelque chose qui a été créé en 2020, enfin après 2020, dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty. C'est en gros une agence qui vise à identifier, à attraper en quelque sorte les manœuvres de désinformation quand elles arrivent sur le sol français. Ensuite, à charge des différents ministères de les traiter, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais Viginum, l'idée, c'est identifier, marquer et ensuite passer la charge à d'autres ministères qui s'en chargent. Exactement, et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on fait bien en France. On a été poussé à ça malheureusement à cause d'attentats, mais lorsqu'on parle avec des alliés, c'est quelque chose qui les fascine. Dans nombreux pays, ils n'arrivent pas à obtenir ce mandat-là, qui est un mandat très clair. Viginum a un mandat qui est de globalement protéger nos élections et notre démocratie, en se concentrant sur l'impact des ingérences étrangères, sur la sécurité, sur le territoire national. Les pays scandinaves en rêvent en fait de pouvoir créer une instance comme ça. Alors après, il y a des limites. Le mandat est très clair, ils n'ont pas le droit d'attribuer, seul le pouvoir politique peut le faire. Et en un sens, ce qui se passe côté Union européenne et maintenant côté OTAN, c'est tout à fait la même logique. Voilà, je voulais souligner ça. Merci. Oui. Oui, je voudrais faire un commentaire plus qu'apporter des solutions, bien sûr, mais le développement des réseaux, le développement de la médiation numérique a favorisé les groupes et les discours religieux radicaux. Et là, on a quand même quelques études qui ont été faites. Je pense notamment à une étude américaine qui a cherché à mesurer l'impact, si vous voulez, du mélange enseignement religieux et point de vue politique manichéen des oulémas saoudiens, mais aussi des ayatollahs chiites, puisque on s'aperçoit, en allant sur Internet, que quasiment tous les ayatollahs chiites, qu'ils soient iraniens ou irakiens, ont des sites. Idem pour les oulémas saoudiens. Ils ont d'ailleurs des comptes Twitter. Ils ont des comptes Twitter, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous avons eu en France une étude qui a été faite qui s'appelle « La fabrique de l'islamisme » par Hakim El-Karawi auprès de la fondation... bon, j'ai oublié. C'est l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, merci. Eh bien, avec l'aide d'une entreprise qui collecte des datas pour normalement des entreprises, ils ont fait une carte avec des chiffres, une panorama de la nébuleuse radicale en France et ses connexions avec l'étranger. Alors soit d'origine salafiste, soit d'origine frériste, en s'apercevant donc finalement des masses de personnes qui se connectaient à ce type de compte. Et certains, où les saoudiens avaient plus de connexions que le pape catholique. Voilà, donc ça c'est une illustration. Et lutter contre ça passe bien sûr par la prise en compte de cette question par les responsables religieux qui vont faire un contre-discours en disant c'est pas en mon nom tout ce qui se passe, tout ce qui est pensé, et aussi les organisations internationales qui font beaucoup d'efforts, l'ONU qui a monté une alliance des civilisations, l'Union européenne qui fait des programmes, qui travaille sur les questions de tolérance, d'enseignement. Donc il y a quand même un certain nombre d'acteurs internationaux ou interétatiques qui se penchent sur la réduction de cette fracture religieuse qui est si prospère.
Très bien, merci beaucoup. On va commencer avec les questions. Alors, on a un peu de retard, mais en même temps, on a commencé en retard, donc je pense qu'on peut déborder un peu. Là, on a je vais faire une sorte de synthèse des deux premières questions, parce que, dans le fond, elles posent toutes les deux la même question à laquelle a touché un peu Nadia Kovalchikova, c'est-à-dire la question du relativisme. Est-ce que l'OTAN, est-ce que, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, est-ce que la désinformation, ça n'est pas simplement une information qu'on n'aime pas, etc., etc. Ce qui est un truc assez ancien, mais je pense que Maxime Audinet est assez bien placé, parce que vous avez étudié précisément RT et ce que c'est cette chaîne RT. Et on vous a posé 1000 fois cette question, même moi je vous l'ai posée plein de fois dans des épisodes, c'est quelle est la différence entre RT, France 24 et RFI, et BBC Monde, etc. etc. Et est-ce que vous pouvez y répondre objectivement, en décentrant de votre point de vue de français? Mais enfin, voilà, c'est la question que tout le monde pose. Oui, alors, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, donc j'espère que ma réponse va être rodée. Il y a un premier argument un peu massu qui consiste à dire ben non, c'est pas la même chose. Vous avez des médias en contexte autoritaire, un média en contexte démocratique, ça n'a rien à voir, point final. Évidemment, ça ne suffit pas de dire ça, même si c'est pas totalement faux. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, évidemment, dans mes recherches et en utilisant les outils des sciences sociales, c'est d'aller finalement observer justement les pratiques journalistiques et les modes de production de l'information de ces différents médias. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur RT, mais j'avais un moment un petit peu travaillé aussi, non pas sur la BBC, mais sur France 24, qui est, comme vous le savez sans doute, la chaîne internationale de la France. Et en fait, on peut conduire des entretiens. Déjà, on voit très bien que l'argumentaire, tout simplement, des journalistes qui travaillent de part et d'autre n'est pas du tout... Les justifications ne sont pas du tout les mêmes. Je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a effectivement deux aspects sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. D'une part, c'est la réactivité de ces médias au discours officiel. Et ça, par exemple, quand on utilise des méthodes, par exemple, d'analyse textuelle, de traitement automatique du langage, etc., qu'on va extraire des données médiatiques de ces différents médias, on voit très bien, par exemple, comment, dans le cadre de RT, vous avez notamment quand il s'agit de couvrir, et c'est là en fait qu'on va voir précisément le niveau de dépendance ou d'indépendance éditoriale de ces médias, qui sont effectivement sur le papier des médias qui sont financés par d'une part l'État russe et d'autre part l'État français, même s'il y a des distinctions de temps en temps, c'est qu'on voit très bien que en contexte autoritaire, et notamment dans le cadre de la Russie, vous avez une très forte perméabilité de ces médias au discours officiel quand il s'agit de couvrir des événements d'importance stratégique ou sensible pour l'État, en l'occurrence pour l'État russe. Par exemple, vous avez une volatilité lexicale très forte qu'on voit extrêmement bien avant et après l'invasion de l'Ukraine, où vous avez des termes qui disparaissent du jour au lendemain. Typiquement, le terme invasion, évidemment, qui était très présent, on le vérifie bien quantitativement sur RT avant le 24 février 2022, parce qu'il s'agissait essentiellement de dénigrer cette hypothèse d'une invasion, et donc on le voyait beaucoup apparaître en ligne. D'un seul coup, après la loi du 3 mars 2022, qui est une loi de censure votée par la Douma, le Parlement russe, qui interdit, vous vous souvenez sans doute, l'utilisation des termes de guerre et d'invasion dans le discours médiatique, mais on voit qu'immédiatement, statistiquement, quantitativement, cette notion disparaît et elle va être remplacée par la fameuse expression opération militaire spéciale. De la même manière que la notion d'annexion de la Crimée n'est jamais utilisée sur ces médias, et on le sait d'autant plus grâce à des sociologues qui travaillent en Russie que on appelle ça en russe les méthoditchki, c'est-à-dire en fait des éléments de langage qui sont fournis par l'administration présidentielle auprès des rédactions des médias d'État. Donc on sait que toutes les semaines, et d'ailleurs on a des témoignages de gens qui en parlent très bien, y compris la rédac chef de RT qui a dit qu'elle avait une ligne avec Alexei Gromov qui travaille à l'administration présidentielle. Et donc il y a un coup de fil pour dire voilà, il s'est passé telle chose et voici les éléments de langage, les méthoditchki qui vont être utilisés et qui vont ensuite être matraqués sur les médias d'État. Évidemment, c'est quelque chose quand on s'intéresse, par exemple, moi j'ai aussi regardé la manière dont France 24 couvrait par exemple l'opération Barkhane. Et on voit très bien, on le voit encore plus sur RFI d'ailleurs, qu'il peut y avoir des contenus qui vont critiquer l'action de l'armée française ou l'action du gouvernement. Alors je sais que ça ne plaît pas toujours, mais c'est aussi le principe justement de médias dans des contextes pluralistes où, et d'ailleurs il suffit de voir à chaque fois que les autorités françaises, le gouvernement a souhaité justement que RFI et France 24 jouent un rôle plus poussé d'influence, etc., à quel point ça
déclenche à chaque fois des levées de boucliers chez RFI et France 24, notamment de la part des syndicats qui disent mais c'est hors de question. Nous sommes des médias, et c'est la différence fondamentale entre des médias internationaux de service public. Moi, j'ai beaucoup de témoignages chez, par exemple, France 24 où ils expliquent qu'ils ne servent pas le gouvernement français, mais en revanche, ils peuvent défendre la voix de la France en tant que pays, notamment sa société, véhiculer un certain nombre de valeurs. Et c'est la différence avec des médias d'État internationaux qu'on observe très bien dans le cadre de RT. Juste pour dire un tout petit mot sur le relativisme, parce que c'est vraiment aussi assez fondamental, c'est qu'il y a une pratique très utilisée par ces médias, qu'on appelle parfois tantôt le whataboutisme. Donc c'est typiquement dans cette idée-là où on m'a toujours dit mais RT France 24 c'est la même chose, c'est la voix du Kremlin, la voix de l'Élysée, enfin, tout ce discours qu'on connaît bien. Mais plus largement, dans la construction de l'information, on observe un phénomène qu'on appelle, alors ça peut être la distraction, comme tu utilisais cette notion tout à l'heure, on parle aussi de désorientation en sociologie des médias, c'est-à-dire cette idée finalement de ne pas forcément dissimuler l'information qui va être compromettante, mais de la noyer en fait sous une pluralité d'autres contenus qui vont être mis en équivalence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très bien, c'est-à-dire que l'espace médiatique, il est conçu par les élites russes, et notamment par les acteurs qui travaillent dans ces médias, comme un espace fondamentalement conflictuel et relativiste, où toutes les voix se valent, en fait. Il n'y a pas de distinction entre des opinions, une réalité factuelle, etc. Et ça, ça montre bien que ce sont des médias. Ils ne sont pas les seuls, hein. On en a en France, je ne vais pas nommer un certain nombre de médias qui ont ce genre de pratique aussi, mais qui s'inscrivent très bien dans ce qu'on a appelé la post-vérité, c'est-à-dire cette idée finalement que la vérité ou la réalité factuelle finalement n'est pas supérieure ou est équivalente à des croyances personnelles, à des opinions plus ou moins crédibles. Et ça, c'est vraiment une forme de relativisme sur lequel capitalisent ces acteurs pour justement diffuser des récits ou de la désinformation. Merci beaucoup. Peut-être juste une dernière question. Alors, ChatGPT, je ne la comprends pas totalement moi-même, cette question-là. Donc, est-ce que c'est une menace de désinformation existentielle? J'ai un peu de mal. Mais je vais peut-être du coup choisir la suivante, qui a le même nombre de voix. Nos démocraties sont-elles exclusivement sur la défensive vis-à-vis de la désinformation russe ou chinoise? C'est une question qui est très intéressante, qui rejoint ce que disait Marie de Besancenot tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des valeurs, qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'il y avait des contenus qu'il fallait éviter. Il y a un cas qui est intéressant là-dessus, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais on peut le rappeler, c'est en Afrique, notamment, l'armée française a été accusée de recourir, elle aussi, à des fermatrolles. À un moment, ça a été une opération informationnelle. C'est, je ne sais plus comment s'appelait l'entreprise américaine, Graphica, qui avait révélé ça, et ça a été, de manière assez évidente, on peut discuter de l'attribution, mais en tout cas, ça a été un très mauvais coup, ça a donné une très mauvaise image des opérations françaises dans le champ informationnel. Ça, c'est un exemple d'opération offensive, clairement, qui a échoué. Inversement, on peut peut-être faire le parallèle, par exemple, avec une opération plus récente, je crois que c'est un indice, sur la base... Attention, s'il vous plaît. Chers visiteurs, nous vous rappelons qu'un stand d'adhésion vous est proposé au premier étage pour vous permettre de profiter pleinement des activités de l'Institut FMES, avec notamment une offre consacrée aux étudiants et la possibilité de repartir avec votre atlas stratégique de la Méditerranée. Un espace bibliothèque est à votre disposition également au rez-de-chaussée. Fut une époque dans les colloques où on passait des post-it. On souhaite en emprunter. Je rappelle que ceux-ci sont disponibles en échange de votre pièce d'identité au rez-de-chaussée, également à droite en sortant de l'ascenseur. Vos pièces d'identité vous seront restituées lorsque vous viendrez rendre les boîtiers à l'issue de cette journée. Ouais, je crois que c'est un indice, mais peut-être... C'est la fin. 16h30, la dernière conférence de la journée dans l'amphi Trucy-Bourbon.
C'est bon, on peut y aller. Non, mais du coup, voilà, subtilement, je crois qu'on nous a indiqué que c'était terminé. Mais si, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a, sur cette question de manœuvre offensive, défensive, vous avez parlé de pre-bunking, Marie de la Besancenot. C'est une autre manière d'être sur l'offensive sans l'être vraiment, puisque après tout, il s'agit toujours de se défendre face à une manœuvre hostile à venir. Voilà, sur la pondération entre l'un par rapport à l'autre, est-ce que... Bon, alors évidemment, je pense qu'il faut qu'on soit non naïf. Donc on investit beaucoup sur la partie compréhension des outils, compréhension des attaques, qualification de ces attaques. Et je pense qu'on est vraiment à un tournant maintenant qui est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces outils. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on s'interdit. Alors cette expression n'est pas de moi, mais de l'équipe au Quai d'Orsay qui s'occupe de ça, qui disait nous, on n'a pas de proxies, on a des partenaires. On est un pays démocratique, on n'utilise pas des proxies, on utilise des partenaires. Et j'aime beaucoup cette expression parce que c'est plus difficile. En effet, des partenaires, on ne peut pas leur dicter ce qu'ils vont raconter sur nous, mais ça nous oblige à mobiliser, à faire des partenariats. Donc UE-OTAN, pour moi, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est en train voilà, d'étendre des bonnes pratiques, très très concrètement. Et après, c'est mobiliser aussi toutes ces bonnes volontés. Donc, Alexandre, vous êtes un bon exemple de ça avec vos podcasts, mais ce qu'on appelle le journalisme constructif, des jeunes qui font des choses sur les réseaux sociaux en touchant des milliers de personnes, en décryptant l'actualité avec des mots très simples. Je pense que nos institutions ont beaucoup à gagner, à faire des partenariats avec eux. Ensuite, il y a la question de tout l'environnement aussi. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui en fait font un travail qu'on aimerait faire, sur lequel on se repose en partie. Donc le site, je peux rappeler, c'est le renseignement en open source. Donc, ce sont des gens qui font du renseignement, qui font remonter des informations et des enquêtes avec les outils a priori d'Internet. Exactement. Maxime Audinet, peut-être pour une sorte de mot de la fin. Non, mais juste pour répondre à cette idée de la démarche offensive, la France s'est dotée en octobre 2021 d'une doctrine de lutte informatique d'influence qui est publique. Vous pouvez tout à fait aller la consulter, où il est très clairement affiché que l'idée maintenant est d'être beaucoup plus offensif dans l'espace informationnel, dans la mesure où les démocraties, et on le sent d'ailleurs bien quand on en parle, se sont d'abord et avant tout posées dans une démarche réactive et défensive face à cette menace informationnelle. Comme si on avait un petit peu oublié, en fait, alors même qu'on était très bon dans des... je dirais, ou peut-être plus offensif, même si ça ne serait pas le bon mot, dans toute cette partie du spectre plus diplomatie publique, soft power, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais oui, la France s'est dotée d'une démarche offensive, et ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on peut tout à fait être offensif dans l'espace informationnel sans effectivement adopter des méthodes, notamment dans la sphère de la désinformation, qui sont propres aux acteurs dont on a parlé, qui font un usage systématique, désinhibé du mensonge, sans que ça engage leur responsabilité. C'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça que mentir quand on est d'une démocratie, ça arrive, on le sait, on en a plein d'exemples, mais mentir de manière systématique, désinhibée en permanence, ça ne peut pas fonctionner. Et ça engage des conséquences politiques qui sont absolument désastreuses et totalement contre-productives. Donc on peut tout à fait être offensif je dirais, sans mentir, même en disant une certaine forme de vérité, ou en proposant des récits qui sont certes sélectifs, qui peuvent être présentés d'une certaine manière, mais qui n'en demeurent pas moins des récits qui vont propager une certaine représentation, vision. Bon. Et je crois que ce qui s'est passé en Afrique subsaharienne autour de Wagner en fait partie. C'est-à-dire que si l'un des objectifs supposés, je le dis vraiment parce que j'ai pas travaillé sur ce qui se passe côté français, c'est très difficile de le faire évidemment, mais c'est que on peut tout à fait discréditer Wagner, par exemple. Je crois que c'était d'ailleurs dans une des questions, en tout simplement en révélant, par exemple par la déclassification, c'est ce qui s'est passé au moment de l'affaire de Gossi, qui a été très médiatisée. L'affaire de Gossi, je vais juste rappeler en une seconde, c'est un charnier qui... L'armée française évacue dans le cadre de la fin de Barkhane une base avancée. A la bonne idée de laisser un drone quand même qui vient prendre des images et voit dans la nuit des miliciens de Wagner aidés, accompagnés par un certain nombre de forces armées maliennes,
mettre littéralement des corps et faire un faux charnier autour de la base, avec l'idée de prétendre que les militaires français auraient fait un charnier et bien sûr auraient enterré les corps juste à côté de la base. Et ce qu'a fait l'armée française, c'est donc de diffuser les images du drone, de les donner, de travailler avec des médias, de discuter avec des médias et du coup la manœuvre informationnelle à peine lancée a tout de suite fait pchit, puisqu'il y avait les images qui sont arrivées juste derrière. Et elle a été attribuée, ce qui était quand même inédit aussi de la part des autorités françaises, ce qui était intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire simplement que en révélant ce qui se passe, en finalement diffusant une certaine réalité des exactions commises par Wagner, on peut tout à fait participer. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que cette opération côté français a atteint tous ses objectifs? C'est un autre débat. Mais en tout cas... voilà, on peut tout à fait être offensif de cette manière tout simplement en attaquant Wagner sur les méfaits qu'ils peuvent commettre, sur les exactions qu'ils ont pu commettre. D'une certaine manière, il n'y a qu'à se servir, notamment grâce à l'OSINT, grâce aux enquêtes en source ouverte qui sont réalisées, y compris d'ailleurs par des journalistes africains sur place, et qui peuvent être utilisés justement dans ces opérations. Une toute petite remarque. Nous avons aussi une politique de diffusion de la recherche, donc une politique publique de diffusion de la recherche en accès direct disponible. Alors, c'est peut-être une petite contribution, mais à travers cette accessibilité des travaux des chercheurs, notamment sur les questions internationales, c'est aussi un moyen, j'allais dire, de faire reculer la relativité de la vérité, qui est donc une spécialité de tous les désinformeurs de la planète. Voilà, donc ça contribue, peut-être indirectement, mais ça contribue au fait que chacun peut aller aussi se renseigner avec des références scientifiques. Avec cette conclusion pleine d'espoir pour la recherche universitaire et l'espace informationnel, je vous remercie toutes et tous. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir, je pense.